Bonjour à tous, bienvenue dans la Tribune des décideurs. Nous avons de la chance en ce moment, une bonne série puisque nous recevons beaucoup de décideuses. Et oui, ça change un petit peu des costumes cravates. Alors Erika Lenoir, bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la directrice générale d'Illy Café en France, en Belgique et au Luxembourg. On va parler en effet de Petit Noir et puis d'autres sujets qui vont nous permettre de mieux comprendre votre business et votre entreprise. On commence tout de suite par le commentaire de l'actualité économique avec notre rubrique Commenter. Erika, vous avez été frappée par plusieurs événements de l'actualité économique, à commencer par la réélection de Dilma Rousseff au Brésil. C'est un pays que vous connaissez bien en tant que spécialiste du café. Vous y avez l'occasion de vous y rendre souvent? Oui, effectivement, j'y vais à peu près une fois par an pour aller visiter les plantations de café, parce qu'il faut savoir que le Brésil pèse énormément parmi les producteurs de café. C'est le premier producteur de café au monde, loin devant le Vietnam et puis les autres pays. Donc ils produisent à peu près 50%, on va dire, de la production mondiale de café arabica. Et pour nous aussi, il le pèse énormément dans notre mélange de café espresso. Et donc oui, c'est un pays que j'aime particulièrement, que j'ai l'occasion d'aller visiter. C'est pour ça que ça a retenu mon attention. Est-ce qu'il change ce pays? Oui, il évolue énormément. Il y a une énorme dynamisme, dans le bon sens, oui. Parce qu'il y a eu ce débat pendant la Coupe du Monde notamment, où ça a été un peu médiatisé, mais Dilma Rousseff n'était pas sûre du tout d'être élue. Ce n'était pas la candidate forcément favorite. C'était un peu une surprise. Donc on se dit que bon, voilà, c'est un pays qui n'est pas aussi sur une ligne droite qu'on pouvait l'imaginer. Bon, effectivement, ils partent de très loin. C'est un pays émergent qui a encore beaucoup de pauvreté. Et donc, je pense que c'est cet électorat-là qui a porté Dilma Rousseff à refaire un mandat. Et c'est le 4e mandat de son parti travailliste, effectivement. Donc, on s'inscrit là dans une continuité. Et puis, voilà, j'espère qu'elle va continuer à développer le pays et notamment la consommation interne. Oui, parce qu'en fait, ce pays émergent... on parlait de miracle brésilien, finalement connu aussi des soubresauts. C'est pas un long fleuve tranquille. Mais vous dites, on voit quand même des évolutions depuis cette présidence Rousseff. Oui, on voit des évolutions surtout économiques. En fait, il y a de moins en moins de pauvreté et c'est visible. Mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir au niveau de la protection sociale et au niveau du travail aussi. Autre sujet qui fait la une, Ebola, cette fièvre Ebola. Alors vous travaillez aussi avec l'Afrique, alors peut-être plus l'Afrique de l'Est, l'Éthiopie ou encore le Kenya. Malgré tout, c'est quelque chose que vous regardez de près et qui vous inquiète. Ça m'inquiète comme toute personne, en fait, oui, parce que nous vivons maintenant dans un monde où on interagit énormément, où on voyage, et je trouve ça triste comme situation et inquiétante, évidemment. Je sais pas. Vous avez pris des mesures en tant qu'entreprise, Illy Café, peut-être pour restreindre les voyages sur le continent africain ou comment Non, ça se passe pas pour le moment, parce que nous, effectivement, les pays qui produisent du café, là où nous achetons notre café, c'est plutôt l'Éthiopie ou le Kenya, qui ne sont pas encore des pays touchés. Mais il est vrai que nous avons des distributeurs aussi dans les pays qui sont touchés. Et là, pour l'instant, à ma connaissance, on ne va pas forcément se rendre tout de suite dans ces pays-là. Donc il y a quand même des mesures qui sont prises il y a des qui risquent mesures, de freiner finalement le business avec cette zone. Écoutez, on verra dans le futur comment ça évolue. Je ne peux pas vous dire si ça va freiner, mais effectivement, ça impacte de toute façon le monde entier et ça crée et génère une psychose. Bon. Ouais. Est-ce que le café est un bon indicateur de la conjoncture? Quels sont les chiffres que vous observez en France? En France, je dirais que au niveau volume, ça ne progresse pas beaucoup. Je dirais même que c'est plutôt flat. Croissance zéro comme le pays, effectivement. Et en valeur, les chiffres sont plutôt même négatifs parce qu'on est à moins 2% au niveau de l'évolution et des prix à la consommation. Donc c'est plutôt inquiétant, sachant qu'en parallèle, nous avons les prix du café vert qui flambent de nouveau. Moins 2%, c'est sur le premier semestre 2014. Le marché du café, la consommation du café en France, j'imagine toute activité confondue, que ce soit dans un restaurant ou chez soi.
Oui, oui, l'ensemble de l'activité. Et vous, pareil, ça se traduit en termes de chiffre d'affaires par un recul sur Ah le non, premier pas du semestre? tout. Non. Nous avons la chance d'être plutôt en progression à 2 chiffres cette année, Vous en tirez valeur votre, et en volume. Donc nous tirons très bien votre notre épingle du jeu. Bon, on va voir comment. Un dernier mot, hein, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une spécialiste de l'Italie comme vous. Hein. Vous avez fait des études à Milan, vous travaillez avec cette entreprise de Trieste. Hein. Oui. Et sur votre analyse de ce nouveau Premier ministre italien, Matteo Renzi, est-ce qu'il fait le job? Quelle est la perception? On le compare beaucoup aussi à Manuel Valls ici en France. Qu'est-ce que vous observez? C'est les jeunes générations qui arrivent et qui effectivement ont des idées bien tranchées. Non, maintenant je n'ai pas forcément un avis particulier par rapport à cet homme-là. Ce que j'attends, moi, c'est des faits concrets. Hein. Je suis plutôt orientée sur l'économie et les chiffres. Et donc, ce que j'attends surtout, au-delà des mots et des discours, c'est un effet positif sur nos pays parce qu'on n'a pas une croissance dynamique actuellement au niveau macroéconomique. Est-ce qu'elle va mieux depuis 2-3 ans ou est-ce que ça reste encore très compliqué? Non, ça reste compliqué au niveau de l'endettement, au niveau du chômage également. L'Italie est très frappée. Donc, et l'ambiance, le moral, parce qu'on dit beaucoup que la France est un peu, voire beaucoup déprimée en ce moment, manque de confiance. Est-ce que les Italiens sont plus dynamiques, ont plus confiance? Alors, ils ont plus confiance en règle générale. Je trouve qu'il y a effectivement un peu plus de dynamisme et de volonté de s'en sortir. De joie de vivre aussi, et de joie de vivre, absolument. Ouais. Donc ça, c'est vraiment le soleil, le trait commun et la créativité. Ouais. Et voilà, bon, on va parler de tout ça en détail hein, au travers de l'exemple d'Illy Café. C'est l'objet de notre deuxième séquence, une séquence partagée. Un partage, on aurait pu le faire autour d'une tasse de café, hein, c'est convivial. D'ailleurs, on a une première question d'internaute qui demande: le café et le thé sont-ils en concurrence? Vous ne faites pas du tout de thé hein, chez Illy Café? Alors, nous avons une marque de thé, absolument, parce que dans notre groupe, si vous voulez, nous avons essayé de créer le panier des boissons chaudes. Donc nous avons du chocolat, du thé et du café. Chocolat aussi, oui. Exactement. Mais c'est quelle proportion? Ça doit être une petite partie? Oui, ben, ça dépend des pays en fait. Effectivement, en France, je crois qu'on consomme très peu de thé par rapport au café. Hein. Le café, c'est 80% des personnes qui le consomment. Et il y a une concurrence alors pour rebondir sur cette question? Écoutez, non, parce que on peut aimer les deux. Ouais. Ça va dépendre aussi du moment de la journée. Il y a des personnes qui ne jurent que par le café le matin, mais qui vont boire volontiers une tasse de thé l'après-midi. Donc non, c'est pas une concurrence. Il faut se faire plaisir et aborder les choses différemment. Pour vous, c'est quand même une diversification. En tant qu'entreprise, vous dites c'est bien qu'on soit présent aussi sur d'autres secteurs des boissons chaudes. C'est une diversification, absolument. Et c'est aussi la volonté d'offrir un service supplémentaire à nos clients professionnels. Lorsque nous allons les visiter, nous pouvons proposer du chocolat, du thé et du café. Et donc, ils ont un seul et unique fournisseur pour l'ensemble de ces boissons. Et depuis combien de temps? C'est un service. Depuis à peu près 5 ans. Ouais, donc c'est assez récent en fait. Récent. Et vous dites en effet, c'est malin, si on a des clients, on peut leur proposer plus de produits, on va augmenter notre chiffre d'affaires. On a vu qu'il progressait, on va en reparler. Alors, un mot sur l'histoire d'Illy Café, hein, une marque qui est finalement assez peu connue en France. Hein. On voit quelques tasses de temps en temps dans certains restaurants, mais ce n'est pas très grand public. Une belle success story italienne. Le prototype de la PME familiale italienne? Oui, c'est une famille qui a créé cette entreprise en 1933, donc nous avons plus de 80 ans maintenant. Elle a été créée par Francesco Illy dans l'entre-deux-guerres. Et déjà à cette époque, c'était un visionnaire. Il avait envie de de torréfier le meilleur café du monde. Il avait compris qu'il fallait faire un mélange de 9 arabica pour arriver à une qualité en tasse sublimée. Et il voulait déjà exporter son café à travers le monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, notre entreprise est présente dans plus de 140 pays et nous sommes vraiment dans le café premium, le café de grande qualité. 1000 personnes à travers la planète à peu près, 360 millions de chiffre d'affaires. Oui. En tout cas pour l'année 2012, ça date un peu, ça doit être un peu plus on élevé. Est à 375 millions d'euros, voilà, me semble-t-il. 2013. Donc une entreprise, une success story familiale italienne. Est-ce que justement cette dimension familiale pour vous est clé dans le succès de cette entreprise? Alors elle est clé à 2 niveaux. Elle est clé au niveau de la vision parce que nous sommes justement une entreprise indépendante, familiale, donc la famille porte des valeurs d'entreprise, une éthique et une vision sur le long terme. Contrairement à des multinationales qui vont être cotées en bourse et qui vont avoir, je pense, une politique un peu court-termiste. Et c'est elle qui dirige encore la famille? C'est la famille qui dirige. Notre président actuel, c'est Andrea Illy. Oui, nous sommes à la 4e génération maintenant de la famille Illy, avec les jeunes générations qui arrivent, qui font des
stage, qui font leurs preuves et puis qui montent dans la société. Et puis alors je disais, au niveau de la stratégie, ça nous donne une ligne de conduite sur le long terme. Et au niveau personnel, très sincèrement, c'est sympathique de savoir pour qui on travaille. Et on a vraiment l'impression d'être dans une grande famille. Et c'est ce qui fait que nous sommes tous des passionnés du café et de la société dans laquelle nous travaillons. Et ce qui semble aussi provoquer un certain attachement. Hein. Vous, c'est votre entreprise unique depuis vos études. J'ai fait un stage de fin d'année comme tout le monde. Même si vous restez très jeune, mais vous avez quand même gravi tous les échelons jusqu'au poste de directrice générale. Oui. Et en fait, c'est assez rare des carrières comme ça qui se font dans une seule entreprise maintenant. Je sais que c'est rare. Je me suis souvent posé la question, est-ce qu'il faut changer ou pas? Et en fait, je me suis dit, mais je suis heureuse là où je suis. J'ai beaucoup de plaisir à travailler dans le monde du café, dans le monde de l'agroalimentaire. J'ai l'impression d'être vraiment dans une grande famille, donc pourquoi finalement changer? Et puis tous les jours, j'ai l'impression de vivre une vie différente parce que c'est une vie très enrichissante à 360 degrés. Où on aborde tous les thèmes, donc voilà. Alors on va parler un peu du business du café. Hein. Ça Volontiers. Commence par un caféier, une plante avec des grains qui sont produits souvent dans des régions où il fait beaucoup plus chaud qu'en Europe. Oui. Comment ça marche? Expliquez-nous un peu comment ça se passe. Vous allez acheter aux producteurs finalement? Directement aux producteurs. Le café vert. C'est quelque chose de très rare dans le monde du café, mais effectivement, nous, notre obsession, c'est d'être qualitatif et d'offrir le meilleur café que la nature puisse produire. Et donc, pour ce faire et pour maîtriser les choses, nous allons directement dans les pays producteurs. Dans certains pays, nous avons même créé des universités du café avec des ingénieurs agronomes qui travaillent sur les plantations, sur les caféiers pour améliorer la qualité des cafés et transmettre tout notre savoir-faire aux producteurs. Vous achetez combien de tonnes de café par an? À peu près 15 000 tonnes. 15 000 tonnes. Tout à fait. Et donc à travers la planète? À travers la planète, c'est au niveau mondial, pour vous situer, nous sommes à peu près à 7 millions de tonnes de café. Le café, c'est la deuxième boisson la plus consommée au monde, et également, après l'eau, et c'est également la deuxième matière agricole la plus échangée au niveau des bourses. Donc c'est un monde extraordinaire. Ça vaut cher en ce moment le café, le cours du café? Alors c'est en train de flamber malheureusement, parce que le café c'est une matière première qui monte et qui descend, mais si vous prenez sur 25 années, la courbe est haussière. Et là, depuis le 1er janvier, nous sommes sur il y a des grosses tensions au niveau des cours de matières premières. Pour plusieurs critères assez connus. D'abord, c'est toujours un rapport entre l'offre et la demande. La demande, elle est à la hausse au niveau monde. Elle est à plus de 2% chaque année depuis quelques années, parce qu'il y a des pays émergents qui commencent à consommer du café. Donc vous avez beaucoup de demandes. C'est un symbole d'émergence justement, de statut social, la aussi, consommation de café. Dans les pays asiatiques, c'était très trendy de consommer un espresso. Le pays comme le Brésil commence à consommer aussi de plus en plus. Donc il y a des tensions entre l'offre et la demande. Il y a aussi parfois des rétentions de stock des pays producteurs lorsqu'ils voient que les cours vont baisser. Ça peut être un peu... Il y a un OPEP du café? Il y a un OPEP, il y a une association des pays producteurs, effectivement, mais après c'est un peu chacun pour soi lorsqu'il s'agit de lutter contre les difficultés. Et puis il y a un troisième pan, c'est le climat. Cette année, moi j'ai été au mois de mars au Brésil, et j'ai vu les caféiers, les producteurs m'ont expliqué qu'il y avait eu beaucoup de sécheresse. Et puis, donc... Ils pensent que l'année 2014 et 2015 vont être des années difficiles en termes de volume. Et on est à combien la tonne alors? 190 cents la livre. Donc, la livre. Bon, mais ce qui est intéressant, c'est de voir. Oui, tout à fait. Il y a deux bourses, la bourse de New York et la bourse de Londres, et c'est là que les choses se passent. Des matières premières. Voilà. Ok. Vous mettez ça dans des bateaux, ça arrive où? En Italie? Nous, on va chercher directement notre café dans les pays producteurs. On a des personnes qui sont spécialisées dans l'achat des cafés verts, qui vont déguster sur place les cafés. Et puis après, on met ça dans des containers, dans des bateaux, et ça arrive à Trieste, qui est un port. C'est une ville. Voilà. Donc ça aide. Ça arrive à Trieste, et puis là, vous avez encore toute une série de... En fait, notre café, il va passer à travers 144 points de contrôle pour que du grain à la tasse, il soit parfait. 144. Oui, et nous avons une machine qui va trier les grains un par un.
en fonction de leur couleur pour être sûr que le café va être parfait. Il y a beaucoup de technologie dans le café. Il y a beaucoup de technologie, même au niveau des emballages. Notre café est le seul café au monde à être pressurisé en fait, dans des emballages rigides qui permettent une pressurisation pour conserver les arômes volatiles. Tout est transformé à Trieste ou il y a aussi d'autres points, d'autres torréfactions dans d'autres points de la planète Non, tout est concentré, tout notre savoir-faire se trouve sur Trieste. D'accord. Et après, ça repart à travers la planète, donc y compris en camion, j'imagine, vers la France. Oui. Et donc, vous, votre business, il est réparti entre la partie B2B et la partie B2C. Tout à fait. Hein, c'est ça, la distribution. Et c'est le B2B encore subdivisé dans différentes catégories? Oui, en différentes catégories. Donc, nous avons 3 marchés. Le marché des cafés, hôtels, restaurants, qui est notre core business. Qui se porte comment, lui ? Qui se porte difficilement, je dirais, cette année, parce qu'il y a une baisse de la consommation aussi et de la fréquentation des cafés et des restaurants. Il y a le marché de la GMS, des grandes et moyennes surfaces. Et ça va comment? Et ça, c'est pareil, il y a une déflation au niveau des prix, donc on n'est pas encore dans un marché très dynamique, globalement. Et puis, il y a le marché des bureaux, de l'office, avec des gammes de petites machines ou de grandes machines vending qui se diversifient. Donc, nous sommes présents sur ces 3 marchés-là, en B2B. Et comment se fait cette croissance à 2 chiffres? Sur les bureaux, sur la partie business, nous, sur l'ensemble des 3 marchés, nous avons la chance d'avoir des clients qui se portent bien. Oui. Et sur la partie bureau, alors j'imagine que c'est assez récent pour vous aussi ce développement? Oui, nous avons développé ces dernières années des petites machines à café avec des systèmes de capsules qui permettent effectivement de pénétrer. C'est l'émergence des capsules finalement qui a permis cette révolution aussi? Et puis c'est l'exigence des consommateurs qui ont envie d'avoir un très bon café et qui ne voient pas pourquoi il y aurait de grosses différences entre le café que l'on boit à la maison, chez le professionnel de la restauration. Le mauvais café dans la grosse machine dans l'entreprise. Donc ça nous porte effectivement, puisque nous sommes situés dans un marché premium de qualité. C'est Nespresso, le gros gorille de la jungle sur ce marché des dosettes. C'est le groupe Nestlé en règle générale dans le monde. Comment est-ce qu'on se bat contre Nestlé? Par la qualité, toujours et encore, et puis en racontant qui nous sommes, parce que nous sommes une entreprise familiale avec une véritable histoire qui s'est créée tout le long des années, donc avec un produit, je pense, en tout premier lieu. Bon, vous le disiez, enfin on le disait, c'est moi qui le disais, mais c'est vrai que la marque Illy n'est pas forcément très connue en France. Comment est-ce que vous comptez changer ça ? Déjà en participant à votre émission, par exemple. Et puis nous avons un très très gros projet aussi pour faire parler du monde du café et de la marque Illy en particulier. C'est l'exposition universelle qui aura lieu à Milan l'année prochaine, où il va y avoir à peu près entre 20 et 30 millions de visiteurs qui vont aller voir cette exposition. Et alors pourquoi je vous en parle? Parce que le thème de l'exposition, c'est nourrir la planète, énergie pour la vie. C'est la première fois qu'une exposition universelle porte son attention sur les matières premières. Donc il va y avoir c'est un très très gros enjeu. Alors il va y avoir les pavillons pays comme d'habitude, le pavillon France, le pavillon Italie, chinois, américain, etc. Mais il va y avoir aussi des pavillons dédiés aux matières premières. Et comment est-ce que vous allez le faire vivre ce pavillon alors? Alors déjà, ce qui s'est passé, c'est que nous avons gagné l'appel d'offres pour représenter le monde du café. Donc nous y allons d'abord et avant tout en tant que torréfacteur, mais nous voulons représenter les 27 millions de familles qui vivent du café. Donc nous avons participé à cet appel d'offres et nous l'avons gagné. Et la raison aussi pour laquelle nous avons gagné, c'est parce que nous sommes un expert évidemment reconnu dans le monde du café et que nous sommes développement durable. Or, nourrir la planète, énergie pour la vie, il y a aussi une connotation développement durable. Oui, ça c'est une grande tendance qui s'est développée avec les Max Havelaar ou autres, le commerce équitable aussi, pour que finalement ces producteurs ne soient pas les oubliés de cette chaîne de valeur. Absolument. Qu'est-ce que vous faites en la matière? Énormément de choses, mais tout ça on peut le lire dans un rapport que nous publions sur notre site et qui s'appelle le Value Report, où nous apportons une valeur ajoutée à toutes les parties prenantes. Alors, donc nous couvrons, si vous voulez, les aspects environnementaux, avec des engagements qui sont chiffrés et écrits, les aspects économiques, en achetant le café directement auprès des producteurs, c'est à eux qu'on reverse l'argent directement, et nous payons plus cher notre café pour avoir un café de qualité. Et puis il y a les aspects sociaux, donc c'est très très large, nos engagements sont vraiment très très forts. Et ça, sur ce marché, vous pensez que c'est un standard qui s'impose ou ça reste finalement
un peu bobo, marketing, une petite niche? Il y a ceux qui l'abordent de façon bobo marketing et qui vont juste avoir des certifications sur une partie de leur gamme café. Nous, c'est 100% de l'entreprise qui est concernée par le développement durable. Nous sommes développement durable dans nos ressources humaines, dans notre engagement environnemental. Donc non, c'est justement, on parlait des familles italiennes qui ont une vision et une éthique. Là, vous êtes en plein dedans. Nous sommes engagés. Et alors à l'exposition universelle, nous allons aussi parler de la marque pour revenir à votre sujet, parce qu'effectivement, elle mérite une grande notoriété. Donc vous misez beaucoup sur cette exposition, mais qui aura lieu à Milan. Mais en France, est-ce que... Et les Français vont beaucoup se déplacer pour aller visiter cette exposition universelle. Donc nous aurons l'occasion de leur faire rencontrer des producteurs de café. Ils pourront discuter directement avec eux. Ils pourront rencontrer des chefs qui utilisent le café comme ingrédient dans leur cuisine. Ça sera très ludique. Ils pourront toucher un caféier, parce que ça c'est rare de voir un caféier dans sa vie, donc ce sera une belle exposition. Vous avez une initiative avec Samsung? Oui, nous sommes en partenariat avec Samsung, effectivement, pour toutes les nouvelles technologies. Ça consiste en quoi, ça? Alors, notamment, ça consiste à développer des applications sur leurs tablettes, qui sont des applications ludiques. Et puis, vous avez des écrans aussi dans nos Espressamente Illy, qui sont des bars boutiques à travers le monde, où nous, petit à petit, nous allons doter nos Espressamente Illy d'écrans interactifs pour les consommateurs. D'accord. Je reviens à ma question un peu plus générale sur le succès de ces PME familiales italiennes. En préparant l'émission, vous m'aviez dit qu'il y a un souci de la qualité. On est dans la haute couture en permanence dans ces entreprises italiennes. Oui, d'abord, je pense que c'est la vision d'un homme ou d'une femme qui crée ensuite son entreprise, qui la développe en famille souvent, et qui a une idée de base, une idée brillante, et qui s'accroche à cette idée, qui a, je dirais peut-être ce positivisme, cette envie d'aller de l'avant avec cette idée-là. Et donc, ça fait de très belles marques italiennes dans le monde de la mode, du meuble, des chaussures, de l'agroalimentaire. On voit ça en France? Il y a des équivalents, vous diriez, ou c'est vraiment très spécifique aussi comme ADN? Oui, c'est assez spécifique à l'Italie, je pense, cette espèce de ces micro-entreprises régionales et qui deviennent peut-être un jour mondiales. Allez, on va passer maintenant à une rubrique qui vous est plus à proprement parler consacrée, à une rubrique plus personnelle, la rubrique J'aime. Alors, qu'aimez-vous, Erika Lenohan? Vous êtes, comme votre nom le laisse entendre, bretonne d'origine. En tout cas, vous avez une partie de votre famille. Voilà. Comment est-ce qu'on tombe en Italie quand on est issu de la Bretagne? Même si les Bretons, c'est vrai, voyagent beaucoup. C'est un peu le hasard. En fait, je voulais une langue vivante de plus à mon actif et j'aime beaucoup l'italien. En fait. Donc, je me suis dit, allez, je vais partir faire un stage et un master en Italie. Donc, des études de commerce à Bordeaux. Hein. Voilà, c'est ça, après des études de commerce. Et donc, en dernière année, typiquement, on doit faire un stage. Et moi, j'avais envie de faire un peu plus. Donc, je suis partie faire un master en International Business à l'université de Trieste, parce que mon école avait un échange avec cette université, donc dans le cadre d'un programme Erasmus. Hein. Et ça permet à beaucoup d'étudiants de découvrir du pays. Exactement. Donc je suis partie comme ça, sans connaître la langue, mais avec comme objectif de l'apprendre. C'est facile ça, parce que peut-être que ceux qui nous regardent se disent oh, tiens, pourquoi pas moi? C'est compliqué quand on ne parle pas du tout, on n'a pas de notion d'italien, d'aller étudier là-bas. Ça reste une langue latine. Moi, je suis bilingue français-espagnol. J'avais appris l'allemand, l'anglais. Donc pour moi, c'était dans la foulée. Et je ne me suis pas posé beaucoup plus de questions que ça. J'avais confiance. Voilà, et donc je suis partie faire ce master et après j'ai voulu faire un stage pour valider mes études en France et ce stage je l'ai fait chez Illy Café. J'ai commencé au département export et je préparais des petites réunions, enfin voilà. Et je suis tombée dans le café très rapidement. J'ai trouvé que c'était une entreprise extraordinaire. J'ai tout de suite été passionnée par le café et voilà, de fil en aiguille, je suis restée dans l'entreprise. Vous avez été embauché donc à l'issue de ce stage et vous êtes resté jusqu'à en devenir la responsable pour la France. Ça s'est développé avec vous? C'était déjà une entreprise importante? Quand je suis arrivée, l'entreprise était quasi inexistante en France et il y avait un directeur général très dynamique. Donc j'ai travaillé en binôme avec lui pendant 20 ans, enfin non, pendant 15 ans, pardon. Et puis en 2008, il est parti à la retraite et j'ai pris le flambeau derrière.
Donc une belle histoire de croissance aussi et d'expérience d'aventure humaine. Ça, c'est quelque chose que vous recommanderiez à des jeunes gens ou des jeunes femmes qui regardent l'émission et qui se disent, tiens, allez tenter sa chance dans une entreprise à l'étranger pour éventuellement revenir développer le business en France? Ah oui, je le recommande à 100%. Il faut le faire pendant ses études si possible, parce qu'après, une fois qu'on a pris un poste, on ne sait pas si on va pouvoir aller à l'international. Et puis c'est très valorisant quand vous arrivez dans une entreprise de dire que vous avez déjà une expérience à l'étranger, que vous parlez plusieurs langues. On a tous à peu près les mêmes cursus, hein, on a tous fait des prépas, une école de commerce, et finalement c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est pas ce qui va faire la grande différence, parce qu'à côté de ça il faut être très motivé. Mais vous n'aviez pas ça en tête, cette stratégie, elle s'est faite un peu par hasard, mais ça pourrait être une stratégie de repérer une entreprise dynamique et qui n'a pas forcément encore d'implantation dans un pays, se dire tiens je vais m'en rapprocher localement et après repartir avec elle. C'était pas forcément une stratégie quand on a 24 ans, mais mon objectif c'était de me faire plaisir. C'est d'apprendre une langue, c'est de travailler dans l'agroalimentaire parce que j'ai toujours aimé l'alimentaire et finalement de se faire plaisir. Et quand on se fait plaisir, on travaille mieux. On est plus motivé et je crois que ça se ressent et du coup on fait carrière. Et vous n'avez jamais été tenté de partir ailleurs? Non, parce que j'aime vraiment beaucoup l'entreprise dans laquelle je travaille et puis voilà, chaque jour est différent, j'apprends beaucoup de choses, j'ai une grande liberté parce qu'on me fait confiance et donc non, pour l'instant tout va bien. Qu'est-ce que vous aimez à part cette entreprise et le café dans votre vie hors professionnelle pour vous détendre par exemple? Qu'est-ce que vous aimez faire? J'aime bien faire du sport. Alors j'en fais pas assez à mon Quel goût. Sport je fais de la course, enfin je cours parce que c'est ce que je peux faire le plus spontanément en fait. Ouais, J'enfile des baskets et je cours quand il le fait beau. Des grandes courses, des courses de fond? Non, pas forcément. Je le fais vraiment pour mon plaisir. Je me donne un timing et puis voilà. Mais je devrais faire plus de sport, ça c'est sûr, parce que j'étais une grande sportive avant. Le café? Non, pourquoi? Non, tant que ça me fait plaisir. Parfois on se dit, voilà, j'ai besoin de faire du sport parce que j'ai bu trop de café, non? Non, mais il faut être dynamique, le sport c'est bon à tous les niveaux. Et vous aimez la gastronomie aussi? Et j'aime la gastronomie, voilà, tout à fait. Alors, des exemples de plats que vous aimez? Écoutez, comme je suis bretonne, j'aime beaucoup le beurre salé. Donc pour moi, le nec plus ultra, c'est une bonne tartine avec un excellent pain et du beurre salé. Donc on peut avoir des goûts très simples tout en aimant aussi aller dans un restaurant étoilé et déguster des plats très raffinés et très complexes. Et vous êtes mise à l'huile d'olive? Ah, j'adore l'huile d'olive, oui. Bon, parce que j'ai aussi des origines espagnoles et puis en Italie, j'ai découvert des huiles formidables. Et donc j'aime beaucoup aussi la bruschetta, qui est une tartine de pain que l'on fait griller avec un peu d'ail, un peu d'huile d'olive et des tomates. Ouais. Une question de Lara, les comportements de consommation varient-ils entre la France, la Belgique et le Luxembourg? Pas sensiblement parce que ce sont des pays limitrophes, on apprécie beaucoup l'espresso et en Belgique peut-être un peu plus les produits lactés parce qu'après plus on va vers le nord des pays européens et plus on retrouve des produits à base de lait, donc ils sont peut-être un peu plus cappuccino que nous le sommes, mais bon, les Belges sont de grands amateurs de café aussi. Et bien voilà, on va terminer sur cette constatation. Merci en tout cas beaucoup de votre visite, Erika Lenoir. Merci à vous. C'était donc votre tribune des décideurs. À bientôt.